Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast numéro 62. Les Giants sont à 2 victoires, 0 défaites, ça n'était plus arrivé depuis 2016. Dernière saison d'ailleurs, on était allé en play-off avec l'épisode du boat trip, pardon. On pourra en reparler, on verra ce que va donner cette saison-là. En tout cas 2-0, ça fait plaisir, on n'y croyait pas trop. Moi c'est Plax, je suis avec Thiergo. Comment vas-tu Thiergo ? Eh ben super bien. Écoute, comme tu dis, 2-0, ce n'était pas arrivé depuis longtemps. Et d'ailleurs, j'ai vu passer quelques tweets qui disaient que c'était la première fois depuis 2009 que les différentes équipes sportives de New York, je les ai pas toutes en tête. Alors mais, c'est les équipes de baseball et les équipes de foot américain. Ouais, donc ça implique c'est pas. C'est pas aussi basket et hockey sur glace, mais en pas... même temps c'est pas la saison en même temps. Donc. Non mais voilà, c'était pas arrivé depuis 2009. Et puis Ouais. j'en ai vu un autre qui disait que c'était la première fois. Alors il me semble que du coup les Lions et les Jags ont gagné, et que c'est la première fois que depuis 2011 que Lions, Jags et Giants gagnent la même semaine. Donc alors attends, et en plus Jets, hein, parce que là pour le coup Jets. ça rajoute encore une difficulté. Ah ouais. Donc voilà, on pourrait dire comme un lundi, mais là c'est comme un lundi de victoire et on est très content d'être là. Non, on n'osait pas en rêver de commencer par 2 victoires, surtout avec ce premier match contre les Titans, qui était sûrement le plus difficile. Les Panthers étaient une équipe où je crois qu'on était donné favori d'ailleurs par les bookmakers, il me semble, pas de beaucoup, mais légèrement. Donc voilà, victoire 19-16. Avant de se lancer dans le résumé de ce match et un peu de décortiquer ce qui s'est passé, j'ai des noms à te citer. Je vais te citer Marion B, Jimmy Novak, Vincent Scholler, Fricazoïde, Guillaume D et Yann Thébault. Qui sont ces personnes extraordinaires ? Eh bien, ce sont nos contributeurs et contributrices du podcast, du Patreon. Voilà, comme quoi le football américain, c'est pas qu'une histoire de mecs. Il y a des fans un peu partout et tous ces gens-là se sont abonnés à différents niveaux. Alors, on avait dit à un autre podcast qu'on allait changer un peu le premier niveau, qui est le niveau Evan Engram. Je pense qu'on peut le renommer le niveau Kenny Golladay. Oui, complètement. Mais voilà, comme on vous rappelle à chaque fois, c'est des abonnements mensuels. Cependant, vous n'êtes pas obligé de rester abonné sur plusieurs mois. Si vous voulez juste faire une contribution de n'importe quel niveau, vous vous abonnez pendant un mois, vous attendez d'être débité, et puis après, vous vous désabonnez, et puis nous, on touchera votre contribution et on vous en sera très reconnaissant. Et l'adresse, c'est comme d'habitude, patreon.com/onlyagiantpodcast. Ouais, et comme je l'avais dit l'autre fois, j'ai toujours des sous-bocs, etc. Et je pense que je ferais peut-être, c'est que sur la page Twitter, je demanderai aux gens de faire des pronos, et celui qui est le plus proche du prono pourra recevoir des stickers et un sous-boc. Ce serait une bonne manière. Et puis j'essayais, je suis en train de regarder un peu comment faire des casquettes avec le logo du podcast ou le logo Giants FR. Moi j'adore les casquettes et du coup ce serait peut-être une bonne occasion pour là aussi partager ce genre de truc. Donc on verra ce qu'on fait avec cet argent. En tout cas sachez qu'au minimum ça nous sert à payer les hébergements du podcast. Donc c'est très cool. Merci à vous de participer. Alors victoire 19-16. Si on résume un tout petit peu le match, alors ça commence de manière parfaite pour nos Giants, puisque sur le kick-off, eh bien, les Panthers fumble, on récupère le ballon. Malheureusement en attaque, vous verrez que ça va être le cas pendant une grande partie du match, mais on n'arrive pas à faire grand chose, donc on se contente d'un field goal. Donc on mène 3-0. Deuxième possession pour les Panthers, cette fois-ci fumble d'un des receveurs, et on récupère encore le ballon en bonne position. On arrive un tout petit peu à avancer mais pas suffisamment, donc on se contente une nouvelle fois d'un field goal. Là tu te dis, c'est dommage parce que c'est 2 possessions qui commencent dans leur camp et on n'est pas capable de mettre des TD, donc voilà, on n'arrive pas vraiment à concrétiser, donc 6-0 pour nous. Ensuite notre attaque, j'allais dire s'éteint complètement, c'est pas comme si elle s'était vraiment lancée, mais voilà, les Panthers arrivent à faire quelques petits trucs et arrivent à mettre 2 field goals en première mi-temps, donc on se retrouve à 6-6 à la fin de la première mi-temps, donc match vraiment très chiant. Je pense que tu ne me contrediras pas, Thiergo. C'était clair. Chiant et frustrant aussi, parce que tu vois le truc, tu te dis, c'est quand même relou, on n'arrive pas à faire des choses en attaque, et bon, après on rappellera et on en reparlera, mais c'est une nouvelle attaque avec des nouveaux plans de jeu, donc voilà, il faut aussi s'y habituer un tout petit peu. Ensuite, en début de seconde période, eh bien, les Panthers arrivent enfin à driver, et en fait ils profitent pas mal de notre cornerback rookie Cordell Flott, et ils en profitent pour lui mettre 2 réceptions coup sur coup, dont un TD, donc là il marque un touchdown.
Sur la possession suivante, je sais pas ce qui se passe, on remonte tout le terrain, on marque aussi. Donc on se retrouve à combien? À 13-13. Et puis bien. Premier TD de notre rookie Thailand, Daniel Bellinger d'ailleurs. Daniel Bellinger, c'est vrai, sur un bel effort, on en reparlera un tout petit peu. Et ensuite, on se retrouve donc fin de troisième quart-temps, encore égalité 13-13. On se fait toujours chier d'ailleurs, à part ces 2 drives, il s'est encore pas passé grand-chose. Et ensuite, c'est une bataille de field goal. Et les Giants qui arrivent à mettre 2 field goals, dont un avec seulement, je crois, 3 minutes 30 à jouer. Donc là, on passe à 19-16. Ouais, un field goal de 56 yards de Graham Nano, on peut déjà dire, est l'homme du match, hein, en tout cas pour ma part. Ouais, un des hommes du match, oui, mais c'est vrai que ça a été, c'est lui qui a mis le plus de points, hein, ça a été l'artificier, et il est toujours là, c'est vraiment la valeur sûre. Il met, je crois, un field goal de 53 et un de 56. Donc c'est vraiment une valeur sûre. Et donc avec 3 minutes 30 à jouer, eh bien, les Panthers qui ont l'occasion de remonter, Baker Mayfield qui, comme sur son match précédent, a l'occasion de gagner le match en quatrième quart-temps, mais il est arrêté par une très bonne défense de Wink Martindale qui n'hésite pas à envoyer la cavalerie, et c'est Julian Love qui fait un sac et qui les oblige à punter. On récupère la balle. Et là, je me suis dit, sur les autres années, généralement quand il se passe ça, l'équipe d'en face sait qu'on va courir. Et on court, mais on n'arrive pas à faire de first down. Et bien cette année, miracle, on réussit à faire un first down et donc conserver la balle et écouler le temps. Et c'est gagné 19-16. Voilà, les Giants sont à 2-0. Ouais, et d'ailleurs sur cette action, parce que je pense que c'est quand même une action clé du match, on est sur une 3ème et 6 dans les 40 yards des Giants. Autrement dit, si on ne convertit pas, on est obligé de punter aux Panthers. Punter aux Panthers. Pas facile à dire, avec 1 minute 50, donc largement le temps de remonter dans le terrain et égaliser. Et en fait, Daniel Jones cherche quelqu'un qui passait. On pense qu'il va envoyer à Saquon Barkley, mais il ne force pas la balle, et c'est avec ses jambes, il nous fait une petite course de 11 yards pour choper le first down, et c'est ce qui nous permet vraiment de sceller la victoire. C'était un moment déterminant de cette rencontre. Ouais, exactement. Si tu veux bien, j'aimerais bien qu'on commence par parler de la défense, parce que c'est quand même eux qui ont fait le gros du boulot. Notre attaque, on l'a dit, était pas mal en galère, et la défense qui arrive à limiter les Panthers à 16 points. Et surtout, gros coaching. Moi, c'est vraiment ce que je remarque, et Wink Martindale, on l'avait dit, il n'hésite pas à envoyer du blitz, à faire des schémas complètement disruptifs, à faire des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Il tient ses principes, il fait exactement ce qu'il avait dit, et voilà, pour moi c'est vraiment tu vois, si je devais donner un homme du match, je dirais presque le coaching staff là pour le coup. Bon, c'est pas vraiment un homme du match, mais c'est un facteur clé et décisif qui nous permet de gagner ce match. Je vois vraiment le coaching staff cette année comme on va dire, ils arrivent à compenser les défaillances de notre effectif, qui est pas terrible, mais par un bon coaching, ils font en sorte que ça se passe bien, et surtout pour l'instant ça se voit vraiment en défense. Ouais, pour dire les choses un peu différemment, mais je te rejoins complètement, c'est-à-dire que les Giants dans la même situation l'année dernière sous Joe Judge, et pourtant vous savez à quel point j'étais un grand supporter de Joe Judge, mais ce match-là on le perdait. Et le nombre de matchs qu'on a perdu ces dernières années à très peu de points, et ça valait aussi sous Schirmer, c'était ultra frustrant. Et là, en effet, on sent que, alors tant du côté, je dirais pas offensif, mais du côté de Brian Daboll qui a motivé ses troupes, mais aussi de Wink Martindale qui, comme tu dis, a fait un énorme travail défensif malgré l'absence de beaucoup de titulaires. On vous rappelle que Thibodeau n'était pas là, Ojulari non plus, on n'avait pas Aaron Robinson, et on a perdu Léo Williams au troisième quart-temps. Léo Williams qui s'est blessé au genou, alors on ne sait pas aux dernières nouvelles, enfin j'ai pas vérifié. A priori c'est pas si grave. Bon, tant mieux, mais il a perdu quand même un certain nombre de joueurs clés, et il a réussi à faire une très très belle prestation. Alors, à la passe, on limite Mayfield à... il fait moins de 50% de passes complétées, 14 sur 29, 145 yards. Voilà. Bon, après, c'est pas un QB élite non plus. Non, bien sûr, mais voilà. Oui, mais tu vois, même un QB correct est capable de faire plus de 50%. Va faire généralement 55. Là, c'est moins. Et surtout, moins de 150 yards sur 30 passes, pratiquement, c'est pas terrible. Alors, on en parlera tout à l'heure, Daniel Jones est pas bien mieux. Par contre, à la course, on a un peu plus souffert. Puisque McCaffrey nous a fait 15 courses pour 102 yards. Bon, alors il a certes une course de 49 yards, ce qui ramène un peu sa moyenne sur les autres voilà, courses. C'est ça, c'est clair. Ça joue mais McCaffrey était un peu plus compliqué à contenir. Mais globalement, on a eu vraiment une très très belle. Moi, j'ai trouvé qu'on a eu une excellente prestation de la part de Shane Zimenez, qui nous fait
2 matchs d'affilée qui sont assez excellents. Là, il nous a fait en effet, comme tu dis, il nous a fait un sac. Et dis-toi que c'est quand même l'outside linebacker numéro 3 ou 4 sur le roster. Et ça veut dire que c'est quand même vachement intéressant. Et c'est son premier sac depuis sa saison rookie. 2019, tout à fait. Ouais. Donc j'avais entendu ça. Ouais. Donc voilà, Julian Love aussi, extrêmement présent, 7 plaquages. Tu as parlé du sac justement en fin de match qui était assez important. 2 plaquages pour perte également. Ouais, en plus, tout à fait. Et j'ai trouvé aussi qu'on voyait pas mal Dexter Lawrence qui, malgré son énorme gabarit, a une vitesse folle quand il court après le quarterback. Je vois exactement l'action dans laquelle tu parles, où Baker Mayfield s'échappe sur le côté et il est poursuivi par Dexter Lawrence qui arrive à le rattraper et l'oblige à sortir en touche avant le first down. Ça c'était assez beau. T'imagines, parce que Baker Mayfield, bon certes il a l'habitude, c'est un pro, mais Baker Mayfield est pas très grand. Mais t'imagines des gars comme toi et moi en train de se faire courser par un mastodonte comme... Ah bah il court plus vite que nous mec, c'est évident, aucun doute. Mais c'est sûr. Tu meurs. Il fait 3 fois notre poids, il nous rattrape, il nous saute dessus, c'est fini. Non mais de toute façon sur le terrain, le plus lourd des joueurs court plus vite que nous. C'est clair. C'est assez fou, les mecs, c'est quand même des sacrés athlètes. Ouais, donc t'as parlé de pas mal de joueurs. Moi, il y a une stat que je trouve vachement intéressante. Est-ce que, si tu devais donner un nombre, en gros, ils ont eu 12 tentatives à jouer en 3ème tentative, 12 actions à jouer en 3ème tentative, les Panthers. Combien ils en ont converti à ton avis ? Ah bah je l'ai noté, je l'ai pas mentionné parce que justement je voulais te laisser quelques pièces pour qu'on donne l'impression à nos auditeurs que tu as des choses à raconter. Non, je rigole bien entendu, Plax a toujours énormément de choses et en fait cette stat est assez excellente puisqu'en effet ils n'ont converti que 2 third down sur 12, ce qui est absolument phénoménal. Pour moi, ça change tout, de réussir à arrêter les 3ème tentatives, là où j'ai l'impression que sur les dernières années, c'était vraiment un truc où on pêchait beaucoup. Ouais. C'est que t'arrivais à faire quelque chose à peu près correct, et puis en 3ème, on passait toujours, et c'était très très frustrant. Alors là, ils réussissent, je crois, une 4ème tentative, où ils sont en 4ème et 1, mais bon, c'est pas incroyable. Après, on a déjà dit, en effet, qu'il y a une philosophie très différente entre Patrick Graham et Wink Martindale. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même coaching. Il y en a un qui est ultra agressif et l'autre qui était plutôt Ben Don't Break et qui était plutôt passif. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais bon, voilà, globalement, à part Cordell Flott, comme tu dis, et pourtant Cordell Flott en première mi-temps, c'était pas trop mal débrouillé parce que j'ai lu que en stats, on considère qu'il n'a concédé que moins 2 yards à DJ Moore. Mais après, je crois qu'à la mi-temps, les Panthers se sont vite rajustés, se sont dit bon bah voilà, on va l'attaquer. Et d'ailleurs, le fait qu'il se fasse autant attaquer en 2e mi-temps plutôt que Adoree Jackson, c'est aussi signe que Adoree Jackson fait du très bon travail de son côté, puisque les quarterbacks vont pas trop tenter leur chance contre notre QB1, notre cornerback. Mais là, ils avaient clairement trouvé une faille, et du coup, avec la blessure de notre cornerback numéro 2, Cordell Flott, qui a été obligé, qui est plutôt un corner intérieur, qui a été obligé de jouer à l'extérieur, et marqué DJ Moore, qui est quand même un bon receveur. Et DJ Moore, en gros, il fait un drive avec 2 réceptions importantes, c'est sur ce drive-là, et il marque le TD. Et Cordell Flott, quand on voit le ralenti, il est complètement aux fraises, il se pète la gueule, enfin je sais pas ce qu'il fait, c'est difficile de s'en remettre de cette action-là, je pense qu'il en a rêvé la nuit. Donc on se prend le TD là-dessus, et il est remplacé le drive d'après directement par Fabian Moreau, qui est un joueur qu'on a récupéré, il me semble, il n'y a pas très longtemps, pour un peu compenser justement le manque de corner qu'on avait. Donc c'est un joueur un peu d'expérience et qui du coup a fait le taf derrière, et ils n'ont pas pu exploiter cette faille très longtemps. Donc il y a quand même eu un ajustement défensif assez rapide de Martindale, et ça c'est intéressant de le noter. Là où pareil, sur d'autres années, on a pu voir des mecs qui se faisaient marcher dessus. Alors j'ai plus en tête comment il s'appelait, notre corner intérieur là, qui se faisait marcher dessus, et c'était à répétition et on faisait rien du tout, je sais plus. Darnay Holmes, ouais. Non, Darnay Holmes, c'est lui qui a commencé, un mec qui est plus chez nous. Je crois qu'il est aux Rams maintenant. Ouais, et c'était pas Riley quelque chose Non, lui c'était un safety. C'était un safety qui était qui était nullissime. Curtis Riley, lui, qu'est-ce qu'il était nul. Oh là là, terrible. Il était incapable de saquer le quarterback alors que il le attrape. Enfin bref, on va pas reparler de ces jours maléfique. Mais voilà, donc en tout cas, ajustement plutôt bienvenu de la part de Martindale. Et tu parlais d'Adoree Jackson, mec, c'est une forteresse ce mec. Il est pour l'instant absolument excellent. Alors j'ai pas ses stats sous les yeux là, mais c'est à peu près une réception et demie là sur les 2 matchs, c'est une réception et demie pour 10 yards en gros qu'il concède à chaque match. C'est très très faible, c'est parfait ce qu'il fait, et c'est vrai que la couverture que lui demande de faire Martindale, c'est-à-dire jouer en homme à homme, puisque c'est beaucoup de man-to-man ce qu'on joue, ça lui convient parfaitement et il est vraiment excellent.
Autre chose aussi que j'avais noté, mais ça m'a été confirmé quand j'ai regardé un peu, j'ai lu des trucs sur le match, c'est que dans les plans de jeu, on a aussi beaucoup empêché McCaffrey de nous faire du mal à la passe, et en fait il a été marqué par McKinney de A à Z sur les jeux de passe. Et ce qui a fait que quand en fait c'était finalement McCaffrey qui sortait pas dans le slot ou qui s'essayait pas de faire un tracé et qui restait au bloc, eh bien on avait McKinney qui avait la possibilité d'aller au blitz, et en tout début de match ça a plutôt bien marché puisqu'en fait il a fait il a bâti de passe, je sais plus comment, Il a dévié des ballons. Il a dévié des ballons, ouais. Puisque tu disais que il était pas très grand, Baker Mayfield, et du coup je crois qu'il en a eu 5 des passes déviées au match dernier, Ouais. par la ligne défensive. Et là McKinney qui au moment où McCaffrey reste pour bloquer, eh bien va au blitz et lève les bras et détourne 2 passes. Donc voilà, en tout cas il a fait un bon boulot sur le marquage de McCaffrey à la passe qui nous a pas fait tant de mal que ça. Donc c'était plutôt bien joué, et c'était un plan de jeu qui était aussi assez intéressant. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que McKinney et Julian Love traînaient beaucoup autour de la ligne d'engagement, et ils ont utilisé le rookie Dane Belton en high safety pour la couverture de profondeur. Je sais pas si on verra ça toute la saison. Au début, ça m'a peut-être un peu surpris, parce que moi je me suis toujours dit que McKinney serait plus adapté à faire de la couverture de profondeur. Tu sais, il a beaucoup, il a une très grande portée, une très grande vitesse. Il nous a fait des interceptions de fou la saison dernière. Mais oui, là sa couverture sur McCaffrey, elle était nécessaire, puisque c'est peut-être le seul joueur offensif qu'on a eu le plus de mal à couvrir sur toute la durée du match. Ouais, alors j'ai l'impression que McKinney fera moins d'interceptions cette année, puisque tu l'as dit, hein, il est utilisé de manière très différente par rapport à l'année dernière, où il était quasiment tout le temps au fond du terrain. D'ailleurs, on en avait parlé dans un des podcasts d'intersaison, on disait que McKinney, il disait qu'il se faisait un peu chier dans la défense l'année dernière. Et là, du coup, il est vraiment utilisé de manière différente, il est beaucoup dans la boîte. Alors il est assez massif quand même pour un safety, McKinney, il est plutôt puissant, et c'est un très bon plaqueur aussi. Et on le voit un peu partout, donc ça c'est très bien. Et Dan Belton, le rookie qui s'était fracturé la clavicule et qui revient là, il fait d'ailleurs 5 plaquages sur ce match-là et recouvre un fumble aussi. J'ai une bonne vibe avec ce mec, je le trouve assez sûr, et on l'a pas trop vu du coup, ce qui est plutôt bon signe. Il s'est pas pris de catch au-dessus de la tête ou quoi que ce soit. C'est une bonne acquisition, et en fait il y a vraiment beaucoup de rotation avec les safety, avec les linebackers, les safety qui vont en blitz. Alors si j'essaierai de faire une petite vidéo pour parler de ce jeu-là un peu plus en détail, mais on a parlé du sac de Julian Love. Je sais pas si tu l'as revu, cette action au ralenti, pour voir un peu ce qui s'était passé. Non, pas vraiment. Alors, ce qui est assez ouf, c'est que comme d'habitude, ça c'est quelque chose qu'on va beaucoup voir. T'as plein de joueurs sur la ligne, t'as les linebackers qui sont sur la ligne, t'as les safety, t'avais 3 safety sur la ligne, et en fait, ce qui s'est passé sur ce jeu, t'as Tony Jefferson, safety, qui a blitzé, t'as McKinney qui a blitzé, et t'as Love qui a blitzé sur ce jeu avec Dexter Lawrence et Tomon Fox, qui eux, c'est un peu plus normal. Et du coup, t'as 2 autres outside linebackers qui sont partis en couverture de zone, et ce qui fait que on se retrouve avec des O-line qui s'attendaient pas du tout à ça, qui s'ils devaient miser un peu avant, essayer d'anticiper un tout petit peu, forcément, on n'aurait pas imaginé que c'est 3 safety qui vont blitzer. En tout cas, ça a plutôt bien marché, puisqu'il y a Love qui se retrouve tout seul, et d'ailleurs, celui qui rate son bloc, c'est Ekwonu, tu te rappelles, qui a été drafté la même année juste après nous, voilà. Cette année, hein. Et du coup, qui rate son bloc et qui permet c'était la petite pique évidemment, hein, puisque ça faisait partie des joueurs qu'on aurait aimé avoir aussi chez nous, mais là du coup il s'est un peu troué, et ce qui permet à Love de réussir ce sac. Donc voilà, en tout cas vraiment bonne sensation de cette défense, et je suis vraiment super content de ce que fait Martindale pour l'instant. Ouais, pareil. Pas grand chose de plus à dire. Enfin, si ce n'est que heureusement que la défense est là, parce que c'est pas l'attaque qui nous a permis de remporter cette rencontre. Non. Exactement. Donc ça nous fait notre transition toute trouvée. Notre transition toute trouvée, je te laisse. Par quoi est-ce que tu veux commencer pour cette attaque qui pour l'instant est un peu déprimante, il faut bien l'avouer. Un peu déprimante, ouais, c'est ce qu'on peut dire. J'ai quand même l'impression que sur cette rencontre, le principal coupable, c'est la ligne offensive qui était catastrophique. C'était d'ailleurs le Brian Burns Show, puisqu'il a fait 2 sacs et 4 QB hits. Donc il a quand même réussi à
tirer le meilleur parti, à dominer en tout à cas. dominer, non, parce que ce serait un peu sévère envers Evan Neal et Andrew Thomas, mais il y a eu des moments où clairement il avait le dessus. Mais Daniel Jones était constamment sous pression. Il a enregistré 3 sacs et 9 QB hits. Donc ça c'est ce qui explique justement ses stats à la passe où il fait pas plus de 200 yards encore une fois. Il a fait 22 passes complétées sur 34, 176 yards et un TD. C'est quand même un miracle sur cette rencontre vu le nombre de fois où il a été saqué qu'il se soit pas fait intercepter ou même un fumble. Surtout vu la passe qu'il fait en fin de première mi-temps, là, Ouais. qui était dans les bras du défenseur, qui avait plus qu'à faire 10 yards pour remonter, ça c'est miraculeux. On a eu de la chance sur ce coup-là. Et puis après, pour revenir sur la ligne offensive, niveau de course, c'était catastrophique parce que on a fait 0 rush yard en première mi-temps, alors qu'il y a eu 5 courses de Barkley et 3 courses de Jones. Barkley, il finit à 3 yards en première mi-temps. Ouais. Mais ouais, voilà. Mais en fait, si tu cumules ce que Jones a fait, du coup, ça veut dire que en total, ils sont à 0. Alors, ils ont fait 107 yards en deuxième mi-temps, mais si t'enlèves les 2 courses de plus de 15 yards de Barkley, le FB rush de Gary Brightwell qui était à 16 yards, qui était très très bien appelé, je trouvais. C'est excellent jeu celui-là, voilà. Ouais, tout à fait. C'est Gary Brightwell qui est aligné en fullback et qui met 14 yards. Voilà. Et puis les courses de Jones, ça veut dire qu'en fait. Il reste 21 courses où il y a 62 yards qui ont été faits, donc ça veut dire 2,9 yards par course, ce qui est extrêmement faible. Donc, de toute façon, on met 3,8 yards par action dans ce match-là, par action offensive, ce qui est vraiment faible, hein, c'est vraiment pas terrible. Ouais. Bon, il y a quand même un peu de positif, parce que on a parlé rapidement de Daniel Bellinger qui fait sa seule réception de la rencontre où il remonte les terrains sur 16 yards. Alors moi j'ai vraiment cru au début qu'il n'était pas dans l'end zone, et d'ailleurs je crois qu'il y a des arbitres lui-même n'y croyait pas. Il y a des arbitres qui disaient non c'est bon, c'est un first down, juste goal and one, enfin one and goal. Et en fait quand tu regardes, il est tout en extension et t'as le bout du ballon qui traverse le truc, donc super un TD. Mais surtout celui qui s'est bien fait remarquer encore une fois, c'est Richie James, 5 réceptions sur 6. Dont 2 grosses réceptions sur third and 10. Donc encore une fois un joueur qui se fait bien remarquer. C'est notre receveur numéro 1 pour l'instant. Ouais. Non mais t'as bien résumé un peu tout ce qui s'est passé. Alors une stat quand même positive aussi, c'est qu'on a eu 35 minutes de possession contre 24 pour les Panthers, mais ça c'est aussi grâce à notre défense, donc c'est à remarquer aussi. Et on a eu des drives qui avançaient. On n'a pas eu de grosse action comme on a eu au match précédent. On a eu 2 grosses courses de Barkley, on a eu une grosse passe longue aussi sur un TD, donc il n'y a pas eu vraiment d'énormes jeux explosifs. Je crois que le jeu le plus long c'est une passe de 24 yards sur David Sills en 3ème tentative. Donc voilà, ça a été un peu différent, mais on a réussi à driver, à convertir des 3ème tentatives. C'était pas parfait, mais on a réussi à en convertir suffisamment. Et il y a eu des jeux qui étaient très très bien appelés. Alors là, c'est là où je voudrais parler un tout petit peu de Daniel Jones, que je trouve... alors j'avais dit statistiquement, c'était un bon match la dernière fois, que j'avais un tout petit peu tempéré par son jeu en réalité, qui était un peu différent de ce que les stats pouvaient laisser penser. Cette fois-ci, c'est plus compliqué. Il y a eu, encore une fois, la fameuse passe pourrie du match qui, cette fois-ci, n'a pas donné une interception. Et heureusement, on en parlait juste avant, qui aurait pu donner un TD gratos aux Panthers. Mais il y a eu beaucoup de fois, comme ça a été le cas au match dernier, où le schéma de jeu est parfait, il est très bien appelé, il permet à un joueur de se libérer, d'être complètement seul, et à chaque fois, Daniel Jones ne le voit pas. Et il n'arrive pas à savoir, à anticiper qui va être libre. Et alors, évidemment, ça joue contre lui. Il y a beaucoup de pression qui arrive, tu l'as dit. Et en fait, la pression arrive beaucoup de l'intérieur pour l'instant. C'est vrai que les tackles, que ce soit Thomas ou Evan Neal, ils tiennent plutôt bien la baraque. Mais le problème vient souvent de l'intérieur. Donc c'est vrai que quand tu as la pression qui arrive comme ça, c'est un peu compliqué, et ce qui fait que tu n'as pas trop le temps de scanner tout le terrain. Il y a des reps qui sont bonnes, où quand même il a un peu le temps de lancer, et là ça se passe plutôt bien. Mais c'est vrai que c'est toujours frustrant de voir qu'à un moment, t'as Tony qui est tout seul, il ne le voit pas, et du coup on loupe des grosses réceptions. Mais justement, ça c'est une action sur laquelle il se prend énormément de pression, parce que je pensais à ça, et au début on se dit oh putain, comment est-ce qu'il a loupé, mais là il a le lineman directement sur la gueule, donc je sais même pas ça se joue à une fraction de seconde de toute façon, hein, et il lui faut pas grand chose pour lancer le ballon, hein, mais bon, c'est vrai qu'on aimerait voir ces passes complétées là quand même, quoi, parce que, en fait ce qui est
assez terrible avec Daniel Jones, c'est que il est très irrégulier. Parce que dans le match, il y a des moments où il te fait des passes absolument incroyables. Moi, je pense surtout aux passes vers Richie James, où la passe, elle est au poil, elle arrive au bon moment, et puis on fait un third down, et c'est excellent. Et puis après, le coup d'après, il va pas y arriver. Donc il y a encore en effet beaucoup de travail à faire du côté de Daniel Jones. Ouais, malheureusement, à chaque fois quand on va parler de Daniel Jones, ce qu'on a un peu derrière la tête, c'est est-ce qu'il joue suffisamment bien pour qu'on le signe sur un gros contrat. Pour l'instant, alors je pense qu'il va pouvoir progresser encore. De toute façon, il n'y a pas de raison et ça devrait bien se passer. Mais c'est vrai que lui aussi doit l'avoir en tête et c'est ce que tous les fans des Giants ont en tête. C'est quel sera notre QB l'an prochain. Est-ce que ce sera lui ou pas. Et est-ce que avec en vision forcément la draft. Donc là pour l'instant, ce qu'il nous montre n'est pas suffisant clairement pour. Alors en fait, c'est pas excellent, mais c'est pas dommageable non plus. En tout cas, pas encore parce que c'est pas nul. C'est pas nul. Brian Daboll était mine de rien assez content. Enfin, dans sa conférence de presse, il a dit pas mal de choses positives sur Daniel Jones, mais Daboll a aussi parlé un peu du cas de Kenny Golladay, et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je fais un parallèle avec Daniel Jones. C'est Kenny Golladay n'a fait que 2 snaps sur ce match. Alors moi ça m'a énervé parce que t'as Kenny Golladay qui fait que 2 snaps et Seals qui en fait 67 sur 73. Et en fait Daboll a dit non mais moi j'ai toujours dit qu'à la position de receveur c'était de la compétition et que ça allait tourner, et j'avais prévenu Kenny Golladay que c'était pas lui qui allait être le receveur numéro 1 sur cette rencontre, donc il jouerait très peu, et il l'a accepté comme un pro. Donc là tu vas dire bon, ok, d'accord, très bien, pourquoi pas. Mais ce que je veux dire, c'est que on voit aussi cette rotation. Tu t'en as parlé tout à l'heure au niveau des cornerbacks quand Cordell Flott fonctionnait pas. Il y a aussi la rotation entre Ezeudu et Brad Pedersen. Ben Bredesen. Oui, j'ai toujours du mal. À chaque fois, je dis Brad. On va l'appeler Brad définitivement, Brad, comme ça, ce sera plus. Qui tourne au poste de garde. Et en fait. Je me demande si à un moment, si Jones fait un peu trop de merde, si Daboll va pas dire bah écoute, c'est bon, on arrête et on passe à Tyrod Taylor. Ouais, alors je suis pas sûr que il soit dans cette optique-là spécifiquement parce que les matchs on les gagne quand même. Pour le il nous moment, fait pas perdre les matchs si tu veux et il fait ce qu'il faut pour qu'on gagne aussi. Tu as parlé notamment de cette course de plus de 10 yards qui scelle le match. Oui, non, mais je te parle justement d'un scénario où on enchaînerait 2-3 défaites et avec Jones qui est le principal coupable parce qu'il a fait une mauvaise interception. Ce que je veux dire, c'est que là, Brian Daboll a beaucoup moins de remords en fait à faire des changements, alors qu'un Joe Judge était un peu plus hésitant, quoi. Ouais, mais parce que c'est aussi pas son QB, hein, tout simplement. Tout à fait. Donc voilà. Donc pour ces joueurs-là, il y a plein de joueurs il les a pas voulu. Il a récupéré un effectif avec des joueurs qui lui ont été imposés par l'ancien régime. Donc là, voilà. Je pense aussi. Brian Daboll, il se dit pas qu'il va aller gagner le Super Bowl cette année de toute façon. Non, il a pas cette pression. Je pense que pour lui, c'est une grosse saison de test. C'est une grosse pré-saison. Il fait tourner et il voit ce qui se passe, quoi. Et pour l'instant, même en faisant ça, on gagne nos 2 matchs. Donc écoute, c'est très positif, je pense. Non, mais c'est clair. Continuons comme ça. Bon voilà, on espère en tout cas voir très rapidement un match de Daniel Jones à plus de 150 yards, plus de TD et quelques 30 courses points, quoi. Et 30 points, ce serait cool avec enfin des TD de Kenny Golladay parce que moi ça commence à m'énerver ça. Moi je préfère un touchdown de Kadarius Toney si tu veux, hein, parce que Kenny Golladay j'y crois pas trop, il sera plus là l'an prochain. Toney c'est quand même un first round pick de l'année dernière, j'y crois plus même si il a joué plus, hein, il a fait une vingtaine de snaps sur ce match là par rapport au match précédent. Par contre il fait quoi, 2 réceptions 0 yard. Il fait 2 réceptions sur ce match. Oui, parce qu'en fait il fait beaucoup de réceptions derrière la ligne d'engagement. Donc s'il se fait alors sachant qu'il fait aussi un drop dégueulasse sur une passe assez simple où en fait son jeu de toute façon à Toney c'est de gagner des yards après la réception, hein, et il tourne la tête beaucoup trop vite et il a pas encore attrapé la balle et du coup il laisse tomber le ballon. C'est l'erreur classique. Oui, c'est l'erreur classique du receveur qui a envie de gagner des yards, quoi. Oui, il faut, on dit à chaque fois, il faut regarder le ballon jusqu'à la réception. Victor Cruz en son temps faisait aussi souvent cette erreur. Et non mais là c'est du coaching à faire où il faut vraiment que le joueur se dise je sécurise la passe et après je regarde où je vais. En tout cas les vraies questions, c'est vrai que pour l'instant c'est Kadarius Toney et Kenny Golladay qui dans notre tête
étaient titulaires incontestés et finalement ils ont été remplacés par Richie James et David Sills. Donc c'est assez bizarre. Mais écoute, si pour l'instant on gagne comme ça, moi ça me dérange pas. On verra ce qu'il arrive à en faire avec ça. Mais bon. Bah, j'aimerais bien gagner de meilleure manière. Ouais, oui, bien sûr. Ouais. Mais ne crachons pas dans la soupe. Non. Je vais te dire. Non. Moi, peu importe comment on gagne pour l'instant, c'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure, c'est le genre de match qu'on perdait l'an dernier. Donc gagner un match comme ça, difficile, ça fait du bien. Et c'est quand même, à chaque fois, on a des fins de match assez tendues parce que 21-20 la semaine dernière, 19-16 cette semaine. Ouais, la différence, c'est que cette fois-ci, on n'était pas dépendant d'une action adverse et c'est nous qui avons scellé le match par ce sac. D'ailleurs, le sac, juste une petite précision aussi, ils étaient en 3ème et 6. Et le sac les amène en 4ème et 15. Je pense qu'en 3ème et 6, ils tentent la 4ème. 4ème et 15, c'est plus la même chose. Ouais. Donc le sac les fait reculer de 10 yards et du coup ils puntent et ça scelle le match par l'attaque derrière qui met un first down. Donc, d'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, on est le premier jeu quand on récupère la balle juste derrière, c'est une course de 6 yards de Barclay. On est en 2ème et 4 et ils font un encroachment volontaire. Tu as vu ça ou pas ? Non. Il y a une pénalité d'un défenseur qui fait exprès de traverser et de toucher un O-line. Et en fait, il fait exprès pour qu'on se retrouve de nouveau en première tentative, mais que ça nous mette dans une situation où on peut faire engranger moins de temps et ils peuvent utiliser leur temps mort pour ça. Et essayer de nous arrêter plus rapidement, puisque là, en fait, si tu es en 2ème et 4, bah, tu fais 2 courses et tu réussis au bout de la 3ème tentative à passer le first down. C'est mieux de te remettre en première et 10 finalement, puisque là, tu n'as plus que 3 tentatives et pour jouer le chrono, c'est un peu mieux. Donc c'est volontaire. Ouais, d'ailleurs, tu vois Matt Rhule qui fait bien joué. C'était juste après, je crois, c'était après le 2-minute warning où volontairement, du coup, ils font cette saute. Enfin, c'était un petit ouais, j'avais pas noté. Non, en fait, comme je te disais avant le podcast, le match était tellement chiant qu'il y avait des moments où je regardais que d'un œil et ça devait être une des actions où j'ai pas trop fait attention. Mais ça commençait à être tendu, c'était sur la fin. Non, je sais bien, mais bon, c'était pas le match du siècle quand même. Alors je te cache pas qu'il y a un moment où je me suis dit, vas-y, il faut que je fasse autre chose parce que j'étais tellement frustré de cette attaque qui n'arrive à rien que je me suis dit, il faut que je me change un peu les idées. Et finalement, je suis resté devant ma télé et j'ai bien fait. Écoute, je crois qu'on a un peu fait le tour. On a parlé rapidement de Graham Gano et qui nous marque la plupart des points. On peut aussi rapidement mentionner le punter qui nous fait une petite moyenne de 50 yards par punt, ce qui est pas négligeable. C'est bien. Qui est bon, hein, il est bon pour l'instant. Non, il a fait du bon boulot. Et puis tu as parlé aussi du force fumble provoqué par Coughlin et récupéré par Belton. Les special teams se sont pas trop mal débrouillés sur ce match. Elles ont été meilleures, tu sais, on avait parlé des problèmes de couverture en kick-off et en punt sur le match précédent. Là, ça a été bien meilleur. Hein. Il y a eu beaucoup moins de problèmes là-dessus, donc j'ai l'impression que c'est un peu rentré dans l'ordre. Après, il n'y a rien à dire sur les returns ou quoi. Je crois que c'est James, Richie James, qui est en return de punt. Ouais. À chaque fois, les mecs étaient, il la recevait à 10-15 yards de sa end zone et les mecs étaient sur lui, donc il n'y a eu aucun return, rien du tout. Donc, je le trouvais peut-être un tout petit peu frileux, une ou deux fois il aurait peut-être pu tenter d'essayer de remonter, il a préféré assurer le coup. Écoute, ça me dérange pas, du moment qu'on perd pas la balle, c'est ça qui est le plus important, je pense. Ouais, tout à fait. Donc voilà, rien à dire de plus sur ça. Prochain match, c'est les Dallas Cowboys. Les Dallas Cowboys qui viennent de l'emporter sur les Bengals. Avec les Bengals Cooper qui, Rush. à la grande surprise, sont à 2 défaites et 0 victoire. Et oui, ils l'ont emporté avec Cooper Rush, puisque Dak Prescott est blessé au pouce. Il était blessé l'an dernier grâce à nous, et cette année il est encore blessé, donc on va voir Cooper Rush. Qu'est-ce que ça va donner ce match ? La grande interrogation, j'en sais rien. Ils font un bon match a priori. J'ai regardé le match là tout à l'heure, juste avant le podcast, j'ai regardé un peu ce qu'ils avaient fait. Je dirais pas que c'était un match qui était pas terrible non plus, hein. Les deux attaques n'ont pas été incroyables, à part en début de match où les Cowboys ont vraiment réussi à enfoncer le clou. Ils ont marqué 2 touchdowns assez rapidement, mais après ça s'est un peu endormi. Et les Bengals qui sont revenus en fin de match, ça s'est joué à pas grand chose et finalement ils gagnent sur un field goal en fin de match. Ouais. Les Cowboys. Ça a l'air jouable quand même, non ? Ouais, ça. Bah, je me méfie. Enfin, tu sais, c'est un match de division. Cooper Rush a fait une belle première sortie. Et puis, ils ont des armes offensives, hein, parce que oui, ça oui. CeeDee Lamb, lui, a fait 75 yards. Ils ont toujours Ezekiel Elliott. Mais c'est qui leur receveur qui met plein de yards sur ce match et un touchdown là ? J'avais jamais entendu parler avant ce mec-là. Ah, moi non plus. Noah Brown, je connais pas. Il a fait 91 yards, un touchdown. Et puis...
Et puis après en défense, pareil, défense, Micah Parsons, 2 sacs, Dorrance Armstrong, 2 sacs. Enfin, ça a été la fête des sacs. Bon, après, c'est peut-être aussi parce que. Alors, c'est un gros problème. Hein. Les Bengals, Ouais. c'est l'équipe qui a concédé le plus de sacs l'an dernier. Ils sont bien partis cette année Et bah pour là, faire la même 6 chose. sacs sur un match pour justement à répartir entre 4 joueurs. Mm. C'était la fête du côté des Cowboys. Donc, attention. Puisqu'on vient de dire que justement on a eu un très mauvais match de la part de notre ligne offensive. Voilà, je réserve mon jugement parce que tout et n'importe quoi peut se passer sur les matchs de division. Ouais, non, mais puis je pense que leur effectif, même si Dak Prescott est blessé, est quand même supérieur au nôtre, ça, il n'y a pas trop de doute. On verra jusqu'à quel point nos coachs arrivent à compenser cet effectif assez moyen qu'on a. Mais sur le papier, ils sont évidemment favoris, je pense, même si c'est Cooper Rush qui reste QB. Il fait un match pas dégueulasse, hein, honnêtement. J'ai regardé, c'était correct, hein, il fait des belles passes, il y a des belles actions. Voilà, ça peut se jouer. Donc, et puis j'ai l'impression que c'est un peu notre bête noire, les Cowboys. On n'arrive pas à les battre dernièrement. J'ai plus en tête les derniers matchs, mais j'ai l'impression qu'on les bat pas sur les dernières années. Je sais pas, il faudrait regarder, j'ai pas en tête, mais en tout cas, oui, bon, enfin est-ce qu'on a le head-to-head? Non, j'arrive pas à le trouver. Mais bon, en tout Oh, peu cas, importe, mais c'est un Monday night, c'est un Monday c'est night ça. game chez les Giants, et puis bah on pourra le débriefer à partir du mardi soir. Attends, je suis en train de regarder justement les résultats sur les 10 dernières années. Alors, on en est à combien? On en est à. Oh là là, Ça va être moche. Hein. c'est très moche. Ils ont sur les 4 dernières rencontres, ils en ont remporté 3. Ah bah tu vois, Et dans les années j'aurais dit 4. 2010, ils sont à 13-7 contre nous. Enfin, de toute façon, c'est une rivalité qui est largement dominée par les Cowboys. Historiquement, ouais, Oui, parce d'accord. qu'ils ont 71 victoires pour 47 défaites Ah oui, ok. et 2 nuls. Ok, bah ils ont de la marge, effectivement. Mais on les éclate en post-season, le fameux match en playoff de 2007 quand on est allé au Super Bowl, premier Super Bowl avec Eli Manning. Et cette très belle interception de R.W. McQuarters. McQuarters dans l'end Ouais, zone alors que Tony Romo est en train de remonter le terrain. ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, ce soir, c'est les Eagles qui jouent au moment où on enregistre ce podcast, lundi soir. Les Eagles n'ont pas encore joué. Et donc pour l'instant, on est premier de division, avec 2 victoires. Incroyable. Pour Ouais. combien de temps encore? Je sais pas. Mais en tout cas, on va au moins, pendant encore 2 semaines, rester à au moins 50% de victoire. Et ça, c'est beau. Ouais. Ça veut dire qu'on aura passé tout le mois de septembre à plus de 50% de victoire. Et ça, je trouve que c'est C'est-à-dire déjà que quand on notable. ira voir les Giants en octobre, ils seront a priori pas des gros losers. Il sera peut-être à 2-4. Mais Oui, bon, écoute, on verra. on se On verra contente bien de ce ce qui qu'on nous a. Hein. attend. Mais ce serait bien que l'équipe continue à progresser et que du coup on ait un match un peu disputé contre les Packers. Je le voyais vraiment comme un match de la loose et puis je voulais quand même y aller, mais là je me dis, écoute, on verra. Non, non, attends, je reviens un peu sur ce qu'on disait. Quand on va arriver au match du 9 octobre, les Giants, au pire, sont à 2-2. Ah, on a plus que 2 matchs là avant de. Ouais, ouais, ouais. Plus que Ah, c'est 20, le 5e match de la saison. Mais attends, ça va venir super vite en plus fait. Faut que, que je plus me que prépare. 20, J'ai pas fait mon sac moi plus que encore. Fallait le 21 dire. dodo. Enfin non, je dis ça comme ça. Mais non, ouais, oui, oui, c'est le 9 octobre. Hein, Le mec qui rappelle-toi. compte en dodo quoi. Ouais, ça va arriver super vite. La vache. Ça va arriver méga vite. Moi, j'ai vraiment hâte d'y être. Mais oui, on affronte les Cowboys et puis les Bears. Donc à moins, enfin si on perd ces 2 matchs-là, on sera à un bilan nul quand on arrivera face aux Packers Alors d'Aaron pour le coup, Rodgers. les Cowboys, je sais pas, mais les Bears, c'est pas non plus l'équipe imprenable. Hein. Ça reste, je pense que c'est jouable. Enfin, en tout cas, je pense que les 2 matchs sont jouables. Ça peut être disputé. Voilà, c'est pas des matchs où on y va en se disant on va se prendre 40-0 quoi. Donc bon. Ouais, ouais, Tant mieux. C'est mieux d'être dans cet état d'esprit-là tout à fait. et puis on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Je te propose de clôturer là-dessus. Eh bien, clôturons. Eh bien, clôturons. Clôturons. Merci à tous de nous avoir suivis. Exactement. N'hésitez pas à nous Euh, mettre un petit pouce et une note sur la plateforme de podcast, c'est très important pour nous. Les petits pouces, les abonnements, si vous nous suivez, donc le podcast est disponible à la fois sur YouTube, mais également sur Apple et Google Podcast, et puis également où aussi Spotify.
Ouais. Voilà. Je pense que les gens nous suivent principalement sur Spotify, c'est pour ça que c'est le seul lien que je mets sur Twitter à chaque fois, mais bon, vous savez que vous avez les autres plateformes. Et sur YouTube, abonnez-vous aussi, puisqu'il y a Voilà. d'autres vidéos qui sont aussi pas des podcasts, donc n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir aussi. Et puis commentez aussi, ça c'est important. Je sais que les gens commentent pas trop, après c'est vrai qu'on vous demande pas trop d'interaction, mais n'hésitez pas, si vous avez des petits commentaires à mettre, ça fait toujours plaisir. Et puis ça nous permet et nous de poser des pousser un peu la questions, chaîne. nous poser des questions par Twitter, on essaiera Ouais. d'y répondre au prochain épisode. Exactement. Voilà. Ok. Et ben écoute, merci Thiergo. On vous Merci, dit Plax. à la semaine prochaine après le match des Cowboys pour l'épisode numéro 63. A plus tout le monde, ciao. Salut!